Qui les bons se retrouver, ça faisait un long moment. C'est la première fois qu'on fait une pause aussi longue entre deux épisodes, même en période estivale, on a toujours trouvé le moyen de vous trouver des hors-séries, des bonus, des choses à faire, etc. Là, c'est une longue pause que nous avons fait entre le mois de juillet et le mois d'août, épisode 411, que vous allez pouvoir savourer, parce qu'on va encore faire une petite pause d'ici la rentrée de septembre, donc vous allez pouvoir savourer cet épisode 411 qui va se passer avec Aurélien, qui est à ma droite. Bonjour Aurélien. Bonjour. De l'autre côté, nous avons David à ma gauche. Salut David. Salut. Les vacances se passent bien, tout va bien. Oui, je me suis séché depuis le dernier épisode. Oui, c'est ça, depuis la dernière participation, ouais, effectivement. Et puis hier, je m'apprêtais à préparer ces sujets pour les technos et je me suis dit, dis donc, le podcast c'est addictif, hein, on n'en fait pas, mais quand on doit en refaire, on est content d'en refaire. J'en profite, Marc, c'est toi, il y a maintenant plusieurs années, qui m'a mis le pied dans le podcast et... C'est le plaisir aujourd'hui de voir que quand on prépare un épisode des technos comme ça, on est content. T'es content de revenir, voilà, content de venir refaire quelques petites chroniques. Je pense que pour nos amis qui nous écoutent et qui vont nous redécouvrir, c'est partagé. C'est un peu pareil pour David. David, j'ai vu passer des photos de toi. T'étais à la plage il n'y a pas longtemps, t'as pris quelques vacances. 3 jours, il faisait horriblement chaud, j'ai été déshydraté, j'ai fait une uvéite avec le trop de luminosité, voilà, c'était... Ah, c'est pour ça que c'est pour ça que ses cheveux éclaircissent. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Mais ses cheveux ont pris le soleil. Chouette vacances, quoi. 3 jours et le bordel pendant 3 jours. C'était juste parfait. Je rappelle que d'un côté Aurélien se trouve en France actuellement et puis de l'autre côté David lui est à Bangkok à cet instant, donc j'imagine que t'étais parti en week-end dans la région quelque part, t'as profité un peu des... Oui, à 2 heures de route d'ici. Ah ben voilà. Ok, bon on a fait un petit tour de table estival. Sud du périph', quoi. Voilà, très au sud du périph'. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser les pouces sur YouTube, vers le haut évidemment, les pouces, des étoiles sur les applications de podcast. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Tout ça c'est très bien. On ne cherche pas d'argent, vous le savez, juste la gloire. On sera content avec la gloire et cela passe par des pouces et des étoiles. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Que voulez-vous, ça c'est l'évolution de ce monde. On a un gros épisode 411 parce qu'évidemment, comme on n'a rien foutu pendant 4 semaines, il y a des choses qui se sont accumulées, particulièrement dans le domaine de l'informatique, vous allez le voir. Il y aura une petite bicyclette aussi à un moment donné, je le dis en passant. Mais voilà, c'est la sélection de nos chroniqueurs, c'est toujours le même principe, évidemment, puisque c'est eux qui font la conduite de ce podcast. C'est eux qui sélectionnent les news dont ils désirent parler durant l'épisode, qui devrait faire plus ou moins une 60aine de minutes. On a déjà grillé 3 minutes 30, donc on va accélérer le mouvement et passer à la première lettre de notre abécédaire, puisque c'est comme ça que les choses s'organisent chez nous. La lettre D pour DDR4, David. De la DDR4 de récupération se retrouve dans des produits tout neufs. Comment qu'est-ce possible donc, David ? Ah, tout à fait. Donc c'est TrendForce qui a publié l'information et il y a apparemment une quantité phénoménale de puces de DDR4 de seconde main qui sont en train d'inonder le marché. Alors, ces puces de DDR4 sont récupérées apparemment de barrettes de mémoire de serveurs, la DDR4 3200, et elles sont dessoudées, reflashées et remises dans des kits mémoire entre guillemets neufs ou dans des appareils vendus neufs. Apparemment, ces puces viennent principalement, ce sont des puces principalement Samsung et SK Hynix, donc Corée du Sud, toutes les deux. Je n'ai pas trouvé l'information de qui fait ça et apparemment eux non plus ne le savent pas exactement, mais vu la quantité de puces qui sont recyclées,
les usines qui font ça doivent avoir réussi à automatiser le process de dessouder, extraire, reprogrammer et reconditionner ces puces mémoire, parce que c'est quelque chose qui est absolument pas économiquement viable de faire à la main. Ah ouais. C'est extrêmement délicat. Ouais. Ces puces mémoire qui inondent le marché sont suffisantes que pour impacter à la baisse le prix de la mémoire. Donc ça affecte le marché. Donc il faut faire très attention si on trouve des kits de mémoire DDR4 bon marché et sans marque ou avec des marques avec des noms assez douteux. Il y a d'assez grandes chances que ça soit trop beau que pour être vrai. Maintenant, ces barrettes peuvent très bien fonctionner, mais étant donné que c'est des puces recyclées, il n'y a aucune garantie sur la durée de vie, sur la qualité, et c'est également réutilisé dans des produits dont des ordinateurs, des cartes mères, principalement des marques chinoises qui utilisent ces puces pour tirer les prix vers le bas. Alors, en toute honnêteté, moi, le recyclage, je serais a priori plutôt pour, mais il faut quand même en aviser le client. Il doit participer quelque part aussi, et par l'acceptation de l'idée, justement, d'avoir quelque chose d'un petit peu moins fiable pour un prix un petit peu moins élevé. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien, mais ça me paraît très cavalier. Là, clairement, il y a une volonté de transformer le marché, ou en tout cas de le manipuler, quoi. Toujours se méfier des barrettes, hein. C'est toujours le point délicat. Mais aussi non intelligemment, une remarque. Non, mais franchement, je sais pas comment ils arrivent, comme le disait David. Oui, le modèle économiquement, c'est fou. Bon, alors soit ils en ont beaucoup et ils ont réussi à automatiser le process de manière à ce que ce soit vraiment rentable, mais même dessouder, ressouder, je sais pas mécaniquement ces trucs là, mais mécaniquement c'est hyper complexe. Reprogrammer les puces et tout, donc il y a une raison, mais pourquoi ils font ça et pourquoi ils ont dû automatiser. Apparemment il y a une quantité assez forte de barrettes de mémoire serveur qui sont à recycler, étant donné que beaucoup de serveurs maintenant passent à la DDR5. Je n'ai rien contre le recyclage, mais on ne peut pas vendre de la seconde main en tant que neuf. Oui, c'est ça. Là est le problème, et oui. Comment dire oui, j'avais lu aussi que en fait le prix entre la mémoire d'occasion et la mémoire neuve est fort proche l'une de l'autre. Donc il y a en effet des points d'interrogation. Le coût de recyclage. C'est indécelable. C'est indécelable. Donc ça serait intéressant de savoir de quelle manière ils recyclent ça. Oui, déjà, il y a un intérêt technologique derrière, parce que voilà, ça doit être assez ingénieux quand même. Il y a du savoir-faire. Il y a du savoir-faire, mais au-delà de ça, c'est quand même, on dit souvent que le matériel qui est tourné dans des serveurs, bien souvent, c'est du matériel qui a quand même tourner, c'est pas la barrette de RAM de l'ordinateur de tonton, quoi, qui l'allume une fois de temps en temps. C'est des machines qui ont quand même souffert. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est justement le risque de perte de fiabilité lié justement au fonctionnement déjà relativement long de ces RAM dans un autre usage, ou c'est peu fiable parce que le process de recyclage lui-même crée des biais? Premièrement, les puces mémoire ont déjà travaillé longtemps, donc il faut voir dans quelles conditions de chaleur et d'utilisation qu'ils ont subi. Le fait de les dessouder et de les ressouder crée un nouveau stress et probablement diminue leur fiabilité. Et ce sont des barrettes de mémoire qui sont
recréer grand public, donc pas avec de parité, ce n'est pas de l'ECC, donc s'il y a une puce qui est semi-défectueuse, à moins de faire un même test que peu de personnes font quand ils achètent un keyboard avec mémoire, ça se voit pas directement. Alors ce qui se passe, c'est que l'ordinateur va fonctionner, il va y avoir des plantages de temps en temps, des écrans bleus, il va y avoir de la corruption dans les copies de fichiers, il va y avoir de la corruption à gauche et à droite, et parfois on s'en rend compte quand il y a eu beaucoup de dommages. Oui, quand c'est trop tard, quoi. Ok, bon, autant le savoir. Donc sur les RAM, c'est ça. Méfiez-vous des RAM de marques, comme tu disais, douteuses ou folkloriques, ou trop peu cher, entre guillemets. Renseignez-vous par rapport au marché, parce que ça peut être du recyclage, mais on est plutôt, tu le disais, sur le marché chinois à l'heure actuelle. C'est là qu'on en trouve manifestement moins sous nos latitudes, quoi. On doit pas commencer à être trop suspicieux non plus, David. Sur Amazon, je serais suspicieux quand même. Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Ou sur les sites de vente en ligne chinois ou asiatiques, on sait comment ça peut se passer. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la lettre E comme ESMC, Aurélien. Alors, on connaissait déjà TSMC. Maintenant, on va connaître ESMC. C'est l'Asie qui se délocalise. Alors ça, c'est rigolo. Retour à l'expéditeur. C'est l'Asie qui se délocalise en Europe. Voilà. Exactement. Alors TSMC, vous connaissiez, hein, c'est le plus grand fabricant de puces taïwanais. Taïwan, je connais bien. Donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui vient de créer ESMC, European Semiconductor Manufacturing Company, une SARL basée en Allemagne. Donc ils vont investir 10 milliards d'euros pour faire sortir cette usine de terre et pour produire en Allemagne, en Europe, des puces pour nos smartphones, pour l'IoT, pour tout ce que vous voulez. Et c'est bien parce que justement ils vont... c'est là où la news me fait un peu mal. Ils vont se faire une co-entreprise avec NXP. NXP, vous savez, c'est le nouveau nom de toutes les puces Philips. Ça a été un consortium, un regroupement de plein de gros fabricants de puces historiquement Philips. Infineon, on en retrouve beaucoup dans l'automobile. Bosch, pareil, qui prendront 10% chacun. Donc, grosso modo, c'est une co-entreprise à 70% de Taïwan et 10% pour les 3 qui restent. D'accord. Il va s'implanter à Dresde. Qui devient vraiment en Allemagne, qui devient vraiment une place forte industrielle en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne souffre de son industrie lourde, automobile, manufacturière, industrie lourde, métallerie et autres. Et l'Allemagne va concentrer avec la fameuse usine de Magdebourg d'Intel, vraiment le cœur de l'Europe en termes de création de puces et développement de semi-conducteurs. On peut aussi penser à en France, on a tout le bassin de Grenoble avec ST notamment qui a plusieurs usines, mais là c'est une autre échelle. Alors le plus gros problème, d'une part, l'Allemagne a fait un grand tapis rouge pour tous ces gens-là. Je vous rappelle que le TSMC met 10 milliards sur la table, mais l'Allemagne et l'Europe vont mettre 5 milliards de subventions sur la table aussi, donc c'est pas un coup nul. Et le gros problème, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, TSMC, ils ont beau vouloir implanter des grosses usines là, et la main-d'œuvre aujourd'hui, elle n'est pas qualifiée pour faire ça. Donc il faut les trouver, il faut les former. Et puis, c'est une usine. TSMC a compris, avec les tensions qu'il y a avec la Chine, que Taïwan, c'était peut-être pas la meilleure place pour pouvoir exporter, donc ils ont une volonté de s'étendre en Allemagne, je l'ai dit, et puis TSMC veut implanter aussi une usine en Arizona, aux US, donc vraiment elle cherche une implantation mondiale. Et dernier point que je voulais aborder, souvenez-vous aussi, j'avais chroniqué il y a quelques mois les problématiques de je mets entre gros guillemets, guerre froide, concernant
les machines qui permettent de produire ces semi-conducteurs, puisque il y a quelques entreprises du nord de l'Europe qui ont des savoir-faire que seuls eux ont, et il y a un veto complet pour que ces machines-là n'aillent pas en Asie, en Chine, à Taïwan. Oui. Et du coup, ils sont pas bêtes, hein. Ils ont dit, si vous voulez pas venir à nous, nous, on vient à vous. Sûr. Donc bon, n'oublions pas tous ces... Pour moi, c'est... Bon, il faut absolument que l'Europe se dote d'un outil industriel pour les implants, enfin les batteries, les semi-conducteurs, tout ce qui fait tout ce qu'on importe aujourd'hui. Mais à quel prix, dans quelles conditions, et voilà, tout ça, c'est des questions géopolitiques qui sont très lourdes. Oui, parce que c'est très cher à tout le monde. Et quand on met de l'argent sur la table, et de l'argent public en particulier, on subsidie quelque part le privé, et donc ça peut poser, enfin ça ne pose pas systématiquement question, mais il est quand même bon de s'interroger en amont et de pas se retrouver demain en se disant tiens, finalement tout l'argent public qu'on a mis dedans, ça sert à faire gagner des sous à des gens qui sont peut-être même pas européens ou qui sont pas sur le territoire. Là en l'occurrence on parle de l'Allemagne, mais ça pourrait être n'importe quel autre pays européen. Je pense qu'il y a une usine aussi de batteries qui est sur le point de s'installer en France, si je ne dis pas de bêtises, de panneaux photovoltaïques et également, enfin voilà, tout comme tu disais, ces choses que l'on importe aujourd'hui et qu'on a déjà subsidiées quelque part, je pense au photovoltaïque par exemple, en France, la France a subsidié énormément d'apports de panneaux photovoltaïques et avec du coup aussi un mode de fabrication qui est très consommateur, qui est peu contrôlé et qui donc du coup quelque part c'est un subside payé pour 30 ans entre guillemets d'usage de panneaux solaires avant qu'on puisse les rentabiliser, quoi. Donc il faut quand même faire quelques calculs et réfléchir à deux fois avant de faire des bêtises. Ceci étant dit que ça crée de l'emploi sous nos latitudes et que ça relance l'économie de ce côté-ci, oui, ça c'est plutôt, on peut le voir d'un bon œil quand même, quoi. Clairement. Je sais pas si David avait un rapide avis à donner là-dessus, parce que je vois que là, on a une conduite assez longue. Pour ce qui est de l'emploi, je pense avoir lu que TSMC impose des conditions de travail qui sont extrêmement dures et qui ne sont peut-être pas tout à fait compatibles avec les normes de travail en Europe. Il va falloir faire avec. Il va falloir voir ce qui se passe. Il va falloir voir ce qu'il fasse, mais il va surtout falloir faire avec, parce qu'il va y avoir des conciliations sociales, et ça c'est l'Europe, et c'est comme ça, et ce sera probablement pas au même coût. C'est là que ça va changer, c'est que nos processeurs fabriqués chez nous vont probablement nous coûter plus cher que ceux qu'on apportait. Ça, il y a de fortes chances. Bref, voilà, un dossier que l'on pourra... on surnagera ce dossier sans doute durant toute la saison qui arrive là, la saison 10 des technos, parce que ça va revenir régulièrement sur le tapis, ce type de news. On passe à la lettre I comme Intel, et on retourne chez toi, David, pour parler de Downfall. C'est une faille de sécurité, Downfall, si je ne dis pas de bêtises, et auquel répond un correctif qui manifestement ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Non. Donc Downfall, c'est une vulnérabilité dans les processeurs Intel de 6e à 11e génération, ainsi que les Xeon de 1re à 4e génération. Donc ça concerne plusieurs milliards de processeurs sur le marché, donc ce n'est pas rien. Et ça a été publié au mois d'août, après un an d'embargo. Donc c'est une vulnérabilité qui a été rapportée à Intel en août 2022. Il y avait un embargo d'un an pour vérifier les effets de la vulnérabilité et pour analyser tout ça. Et voilà, ça a été annoncé. Il y a un correctif microcode, donc mitigation d'Intel, dont on a déjà parlé dans le passé à propos d'autres vulnérabilités, qu'à chaque fois ça rogne quelques petits pourcents de performance. Ici, ça concerne les jeux d'instruction AVX, jeux d'instruction qui sont extrêmement utilisés dans tout ce qui est transcodage vidéo, ce qui est inférence, intelligence artificielle, dans ce qui est ray tracing, rendu graphique, des applications qui sont quand même fort utilisées dans
dans certaines entreprises et dans le monde cloud. Et d'après Foronix, qui a fait des tests, on arrive jusqu'à 39% de perte de performance sur certaines... pas des benchmarks, pas des tests qui n'ont... des tests, comment on appelle ça, des tests théoriques, mais sur des applications bien réelles, donc sur des applications. Intel avoue que dans le pire des cas, on peut perdre jusqu'à 50% de performance pour cette dans le pire des cas pour les applications qu'utilise l'AVX, entre autres, enfin particulièrement l'instruction gather qui est utilisée partout en AVX. Cette faille de sécurité apparemment pourrait se faire voler des clés d'encryption, des mots de passe, mais à condition que l'attaque se passe sur le même cœur processeur que l'application en question. Il y a eu des programmes d'exemple qui ont été faits pour démontrer qu'il y avait moyen de le faire, mais en pratique, mis à part sur une infrastructure cloud, où là évidemment les machines sont partagées avec plein de personnes qui ne se connaissent pas. Oui. Donc on loue une instance cloud sur un serveur ou sur des applications fortement multi-utilisateurs. En dehors de ça, c'est assez difficile d'exploiter et malheureusement, le correctif affecte pas que le monde du serveur, ça affecte le monde des grands publics, par exemple les processeurs 11e génération, dont un qui a été testé là, le 1165 G7, qui équipe beaucoup de laptops relativement récents, est affecté et le transcodage vidéo est quand même quelque chose que le grand public fait quand même régulièrement. Donc perdre 10, 20, 30% de performance, ça fait grincer des dents. Voilà, ouais. C'est pas génial. D'autant plus que je trouve assez marrant, c'est que Intel a annoncé cette faille de sécurité, les correctifs, juste après leur chiffre chiffre trimestriel, qui n'était pas trop glorieux dans le passé, et la réflexion que je me suis fait, d'ailleurs j'en ai parlé à Sébastien parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, je dis c'est quasiment pousser le monde de l'entreprise à racheter les nouveaux processeurs dernière génération, parce qu'évidemment en un an Intel, les processeurs 13e génération et les derniers processeurs 4e génération Xeon, évidemment, n'ont pas le problème dedans. Donc si vous ne voulez pas perdre 30% ou 39% de performance, changez de processeur. Ouais. Ça, je trouve ça un petit peu dommageable. Maintenant, Intel a quand même annoncé qu'il y a moyen de désactiver cette mise à jour de microcode. Je ne sais pas sous Windows si c'est si facile à faire que ça, mais sous Linux, apparemment, c'est assez facile de désactiver ce correctif. Donc si on n'en a pas besoin, si on n'est pas dans les conditions que tu expliquais, il n'y a pas de risque de sécurité. S'il n'y a pas de risque sécuritaire entre guillemets, autant ne pas l'appliquer quoi. En gros, si je résume. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque parce que évidemment les chercheurs en sécurité ne veulent pas se griller, donc ils vont être plus pessimiste qu'optimiste, mais ils disent que éventuellement il y aurait moyen d'avoir une attaque via un navigateur web. À voir. Maintenant, entre perdre 30-40% de performance sur un processeur. Oui, enfin, c'est un choix, effectivement. C'est un choix à faire, mais pour le grand public, c'est peut-être pas intéressant. Oui, c'est ça. Si c'est pas un usage professionnel, s'il n'y a pas de secret d'État, enfin voilà,
Mais pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ce sont des failles de sécurité qui sont sur tous les processeurs. D'ailleurs, AMD aussi a été victime du Zenbleed très récemment. Oui. Et d'ailleurs, très récemment, ils ont décidé qu'ils allaient mettre la mise à jour microcode sur les Steam Deck parce qu'elles ont un processeur qui est affecté, mais ça va leur faire perdre des performances. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire perdre des performances sur une plateforme de jeu qui n'est pas censée avoir des données sensibles. Voilà. Peut-être quand on a un meilleur moyen, un modèle supérieur, de meilleure qualité à vendre. C'est ça. Voilà. Il y a l'aspect commercial programmé. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il faut bien, en tout cas dans le mode de communication, ça va un peu dans ce sens-là. On va accélérer un tout petit peu, les gars, parce que je vois l'heure qui tourne. J'avais dit 60 minutes, là on est plutôt, si je fais une règle de 3, on arrive à 80 minutes. 60 heures. On était à la lettre I encore, cette fois-ci, Aurélien, pour parler de IoT, l'Internet des objets, hein, et de Auchan. Ah oui, c'est là que c'est drôle. C'est là que c'est drôle. Oui, alors c'est une news sur lesquelles on était un peu passé à travers, mais j'ai retrouvé un article qui vient de paraître, puisque Auchan, donc vous savez le groupe Auchan, supermarché en France, hein, même en Belgique peut-être, je sais pas. Non. Non, d'accord. Donc en France, Auchan, c'est un peu le même. Vous voyez Twitter, c'est le même oiseau mais en rouge. Ou en blanc, oui, ça dépend. Qui teste et qui cherche à se développer dans les magasins autonomes. Et donc ils viennent de sortir Auchan Go, ils viennent d'ouvrir Auchan Go le 25 avril dernier. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu passé à travers. Oui. Mais je ne sais pas ce que son DSI Samir Amelal avait à faire cet été, mais il a fait quelques articles dans la presse qui sont sortis au mois d'août. C'est pour ça que c'est de l'actualité. Donc c'est ce monsieur-là qui parle dans la presse de Auchan Go et de ce nouveau type de magasin que Auchan souhaite mettre en place en parallèle des grandes enseignes qu'ils ont standard avec des caissiers. Donc rappelons un peu l'histoire. En 2018, Amazon a lancé un peu la mode avec Amazon Go, qui sont des magasins où vous pouvez faire vos courses sans caisse, sans rien. Il y a un certain nombre de capteurs qui regardent, et on parlera après du taux d'erreur, regardent ce que vous prenez, ce que vous mettez dans votre sac, et qui à la fin débite votre carte bancaire de ce que vous avez acheté, avec un certain taux d'erreur, et on va en reparler. Et donc, ils avaient sorti une trentaine de magasins aux US. En mars dernier, Amazon en a fermé 8 déjà. Il y en a à peu près 20 encore aux US, mais en France, pour moi, ça restait encore anecdotique. Et bien maintenant, vous pouvez aller à Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est... vous pouvez aller voir Sébastien Stomac quand il sera en France, à côté de Lille, et prendre un café avec lui, et puis vous... Sébastien, je te salue. Oui. Et puis vous pouvez aller faire vos petites emplettes au Auchan Go de Villeneuve-d'Ascq, où il y a un magasin qui fait 86 mètres carrés. Alors faut pas rêver, c'est pas 86 mètres carrés, c'est pas gigantissime, mais bon, ça a le mérite d'exister. Dans lequel il y a plus de 1000 produits, dont 48% de produits qui sont en marque propre, c'est des produits Auchan, de leur marque. Oui. Et puis, c'est comme le montrent les photos de l'article, il y a une blinde de capteurs, de caméras, de gondoles pour peser. Il y a 138 caméras dans 86 mètres carrés. Ça fait, je sais plus, il donnait 1,5 caméras au mètre carré, grosso modo, c'est ça le truc. Ouais. Et donc, vous prenez, c'est fait pour c'est un bêta-test, c'est pour tester la techno. Vous prenez vos articles et vous les posez dans les gondoles, et donc les gondoles vont venir peser l'article, et il y a un système de vision qui est censé reconnaître l'article, et donc de le mettre dans votre panier virtuel pour vous le faire payer. Alors, ce qui m'a intéressé dans l'article, c'est pas tant l'existence de ce genre de magasin, c'est tout l'aspect techno, parce qu'en fait c'est un magasin qui est bourré de techno, mais comme l'explique le DSI, là, c'est pas de la techno pour de la techno, parce que le gros enjeu, c'est que si on veut voir ce genre de magasin fleurir, il va falloir que cette techno, elle soit fiable. Je parlais du taux d'erreur, il faut que ce soit le bon produit, qu'il soit dans votre panier virtuel et dans votre panier physique. Et puis, toute cette techno, cette ribambelle de techno,
il faut encore qu'elle ait un coût qui soit acceptable. Enfin, en tous les cas, vis-à-vis de l'infrastructure standard d'une caisse, d'un caissier ou d'une caissière, du personnel. Et donc, se pose, et vous lirez l'article qui est très bien fait, je trouve, un tas de questions sur le nombre de caméras, comment doivent être les gondoles, trouver le bon fabricant de caméras, de gondoles qui fera que à échelle ça sera rentable. Ouais. Et donc ils sont entourés d'un tas de startups, dont une startup israélienne qui s'appelle Trigo. Alors a priori ils ont testé pas mal de startups et là en ce moment Auchan-Go de Villeneuve-d'Ascq fonctionne avec une startup israélienne sur la partie vision, et donc Auchan développe leur propre système, leurs propres algos de vision, et Trigo également, et puis ils se comparent, voir quel est celui qui a le meilleur taux d'erreur, qu'est-ce qu'il faut comme ressources pour le faire tourner. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous imaginez que tous ces capteurs, toutes ces gondoles, toutes ces caméras, il faut remonter, il faut analyser toutes ces images. Donc ils se servent du cloud, donc de Azure et Google. Alors, je vous dis pas les masses d'informations, 136 caméras, le suivi du client. Ça me paraît pas trivial, quoi, clairement. Et puis du coup l'infrastructure IT derrière, en termes de réseau, de latence, de bande passante, voilà. Donc il y a toute une réflexion. Vous lirez, c'est assez détaillé dans l'article, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en edge computing. Je vous rappelle, le edge computing, c'est ne pas remonter toute l'information dans le cloud. Oui. Et par exemple, faire les traitements d'images directement soit dans la caméra, soit dans le magasin, et ne remonter dans le cloud que Monsieur Marc a acheté 3 pommes et 4 bananes et a mis dans son... Voilà. Et donc remonter des informations plus légères. Et voilà. Il y a aussi tout ce qui est push, c'est-à-dire est-ce que je dois streamer transmettre en direct toutes les informations de tous les capteurs, ou ne streamer que que sur événement, n'envoyer des informations que sur événement. Enfin voilà, ils sont en train d'expérimenter, tâtonner, de voir qu'est-ce qui est possible, pas possible, économiquement viable, pas viable, toutes les technos qui sont possibles. Et je rappelle, il y a des contraintes techniques, certes, mais il y a une notion de rentabilité, une notion de contrainte métier qui est très très intéressante. Il parle aussi de, je finirai là-dessus, les gens qui travaillent dans ces supermarchés ont des tablettes, et il parlait, le DSI parlait de le lidar qui se trouve sur l'iPhone, le dernier iPhone, je sais plus si c'est le 13 ou le 14, et donc il disait qu'avec ça il pourrait remonter encore plein d'informations. Enfin, le monde du retail, et David est en train de parler beaucoup bien que moi, est en train de vraiment muter, migrer, et ça pose des questions techniques, économiques qui sont très très intéressantes, et je vous invite à lire l'article d'une part et le communiqué de presse que j'ai mis également de Auchan. Ça me permet de rappeler qu'on met toutes nos sources à disposition systématiquement en description de la vidéo, si vous nous regardez en vidéo, du podcast, dans l'application de podcast, si vous nous écoutez en podcast, ou encore plus simple, sur notre site lestechno.be. C'est un point sur lequel, durant la saison 10, on pourrait revenir, parce qu'effectivement, on a des spécialistes dans l'équipe, autant le signaler, et que ce sera intéressant d'avoir leur point de vue aussi. On va pas le faire ici, parce que on a déjà un gros épisode sur les bras, mais je me rappelle d'une interview d'un responsable de chez Auchan il y a quelques semaines ou quelques mois, effectivement, qui expliquait qu'en fait, c'était pas pour gagner de l'argent qu'ils faisaient ça, parce que le personnel qui n'était pas aux caisses se retrouvait derrière pour faire du réassortiment de rayons ou de frigos, etc., etc. Alors, s'ils le font pas pour faire des économies, je me demande pourquoi ils le font, en toute honnêteté, parce que voilà, il y a quand même rien qui marche mieux que quelqu'un de sympathique, jovial, souriant à une caisse. Alors, tu me diras, il y a boulot plus intéressant que ça, mais on est d'accord, mais voilà. Je trouve ça assez... je vais pas détailler tout. Non, on va pas tout rentrer. Ouais, mais le but, c'est pas le but, c'est pour moi, c'est de multiplier les points de vente et mettre des petits points de vente partout où tu peux acheter. Oui, c'est ça. Là, je peux comprendre. Du tout venant, enfin, pas tes courses de la semaine, mais vraiment, je sais pas, un sandwich le midi, un truc, enfin. Ouais, on est d'accord. Ouais. On va passer à la lettre suivante. Juste, c'est une communication de service. Aurélien, pendant que David fait son sujet suivant, je te demanderai de diminuer légèrement le volume de ton micro, parce que ça hurle un tout petit peu. Voilà.
C'était la communication de service. Elle comme Linux. Tout ça pour vous dire qu'on enregistre toujours nos épisodes dans les conditions du direct. Hein. On s'arrête pas, nous on trace, on fait notre truc, parce qu'on a envie de vous délivrer un maximum d'informations en un minimum de temps. Linux, David, Fedora arrive sur les Mac M1 et M2. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est les développeurs de Asahi Linux qui ont contribué apparemment au support des processeurs Apple M1 et M2 et bientôt M3 sur le noyau Linux 6.2 et ils ont été rejoints par les développeurs Fedora Neil Gomba et Davide avec un E Cavalca. Et donc ils se sont mis ensemble et ils annoncent la sortie de Fedora Asahi Remix, qui est une distro Fedora qui tournera donc sur les chips Apple. Ça sera disponible donc sur M1, M2 et j'imagine M3 quand ils vont sortir avec en version GNOME et KDE. Il faut noter que Apple n'est pas de la partie dans le projet, donc ce n'est pas quelque chose qui cautionne, bien évidemment. Et par exemple, il y a une problématique, c'est que le support des haut-parleurs sur Linux est problématique parce qu'il n'y a pas de firmware sur les speakers des laptops Apple qui peut les empêcher de griller, ce qui veut dire que si le système d'exploitation augmente le volume, il pourrait monter le volume au-delà de ce que les haut-parleurs peuvent supporter. Donc ça c'est un petit problème connu. Donc que ça c'est Neil Gomba qui a rapporté ce problème, donc un des deux développeurs de Fedora qui a rejoint le projet. Voilà, maintenant c'est sympathique d'avoir le choix de faire tourner autre chose que macOS sur son Mac. Maintenant il faut voir comment Apple va le prendre et s'ils vont pas mettre des bâtons dans les roues comme ils le font d'habitude. Bah, ils protègent leurs produits, qu'est-ce que tu veux, c'est de bonne guerre, j'ai presque envie de dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Ça on peut l'entendre aussi, mais c'est, voilà. C'est de bonne guerre, oui et non. Maintenant, à partir du moment où ils vendent du matériel, la personne qui achète ce matériel est censée avoir le droit de l'utiliser comme il veut. Et ça, on a déjà eu ce débat 1000 fois. On a déjà eu ce. C'est un gros débat. On l'a eu 1000 fois ce débat. On va pas le refaire. Ça sert à rien. On restera tous sur nos positions. Non. Donc voilà, c'est. Ah, ton micro est beaucoup trop faible maintenant, Aurélien, parce que je t'entends plus. Non, mais ça va être une échelle log, c'est pour ça. Voilà. Non, mais je comprends pas. Ça veut dire que les cartes son sont trop mal dimensionné par rapport aux haut-parleurs? Non, c'est l'ampli qui alimente les haut-parleurs. Manifestement, dans le firmware, il est possible de dépasser la norme le volume, le niveau admissible par le haut-parleur. Mais tout dépend du haut-parleur que tu lui mets au cul, évidemment. Mais dans le montage Apple, les hautparleurs, les amplis qui sont dedans sont quelque part trop puissants pour les haut-parleurs et donc ils sont sans doute bridé d'un point de vue software, et quand on utilise la version à Linux, le bridage n'étant plus là, tu peux faire exploser en tout cas endommager sérieusement les enceintes. Je vous propose qu'on fasse un petit hack pour rendre sourds tous les propriétaires de Mac. Mais non, parce qu'ils ont fait une chouette démarche, c'est d'essayer d'utiliser Linux sur leur Mac. Donc tu peux pas les pénaliser, tu peux pas les punir. Il faut être logique jusqu'au bout. Mais en performance, sinon ils étaient contents ou pas? Ça marche bien le M1 et le M2 sous Linux, on sait ça, ou on a l'info? J'ai pas lu de rapport de performance, mais à ma connaissance, ce sont des bons processeurs. Ben voilà. Vous avez vu aussi que, tant qu'à faire, c'est les vacances, on va en profiter, on va se détendre. Il y a un article dans les news qu'on partage là, de gens qui ont fait tourner XP sur les lunettes Apple là. Ah oui. Les lunettes Apple, c'est comment elles s'appellent? Moi j'ai oublié le nom. Ce machin-là, c'est pas le genre de produit. Voilà, c'est vous qui faites les news, c'est pas moi. Moi je fais que passer les plats. Oui. Donc, si tu te lances sur un sujet que tu maîtrises pas, c'est ton problème. Oui. Je te laisse aller. Oui, non mais Apple Vision, non Apple je sais plus. Les lunettes voilà. Apple là, il se fait tourner Windows XP dessus. Non mais si vous voulez. Vision Pro, c'est ça?
Vision Pro, merci. Voilà. Bah, c'est Et ça, regardez, en fait, on partage aussi ce qu'on partage nos news là, sur Mastodon et tout ça. Oui, mais bien sûr. Mais je peux le dire aussi, mais ça c'est mon rôle. Chacun son rôle. D'accord. Okay. On passe à la lettre suivante. La lettre R comme risque 5. J'allais dire risque V, mais non. Aurélien, c'est Qualcomm qui s'associe pour sortir de l'architecture ARM. Oui. Alors, on va remettre un peu l'église au milieu du village. Risque 5, c'est un jeu d'instruction. Donc, quand vous faites du très bas niveau, que vous voulez faire une somme, une multiplication, un machin, c'est un jeu d'instruction. Et donc Risque 5, c'est un jeu d'instruction open source qui a été développé depuis un paquet de temps en 32, 64 et 128 bits et qui est implanté dans différentes puces qu'on retrouve. C'est des puces qui peuvent vous faire tourner Arduino, c'est des puces qui FreeRTOS, toutes ces choses-là. Et donc Qualcomm, c'est donc le fabricant de puces qui équipe beaucoup de smartphones. Elle s'associe donc à toujours les mêmes NXP, Nordic Semiconductor et Bosch et Infineon pour développer des puces qui peuvent embarquer RISC-V à la place de ARM. Pourquoi ? Parce que ARM, c'est pas open source. À chaque fois que Qualcomm crée une puce, elle paye une licence. Et ARM, en ce moment, ils sont pas très sympas. Parce que déjà, Qualcomm paye une licence, mais en plus, ARM voudrait changer la façon dont ils payent les licences, puisque non seulement Qualcomm ou les autres paieraient une licence, et le fabricant imaginons que Samsung utilise une puce Qualcomm pour fabriquer un smartphone, Samsung devrait payer encore des royalties à ARM en fonction du prix du téléphone, par exemple. Ouais. Donc là, les fabricants de puces, ils commencent à dire stop, nous on en a marre, ARM, voilà, ça devient intenable, insupportable. Donc ils se créent une entreprise, une co-entreprise tous ensemble pour développer RISC-V et pour que leur puce puisse embarquer RISC-V avec toute la kyrielle d'avantages d'open source, déjà pour la gratuité mais pas que, pour la grosse communauté qu'il y a derrière, tout ce qui peut être développé dessus. Donc ça sera pour vu qu'il y a tout ce qui est mobile, évidemment, pour toutes les puces mobiles, les puces de l'automobile, on sait que dans une voiture il y a de plus en plus de micros et donc d'informatique embarquée, l'IoT, et puis n'oublions pas que Qualcomm en 2019 a racheté aussi C5. C5 ils font des puces qui embarquent RISC-V. Donc voilà, je pense que ARM joue un peu avec le feu en essayant de gagner beaucoup d'argent sur une techno qui marche, soyons clairs. Mais même si RISC-V aujourd'hui, ça n'a pas exactement les mêmes performances qu'ARM, ça s'en rapproche. Et je pense que si ils jouent trop, si ARM joue trop avec le feu, ils vont se brûler les ailes et ça sera très bien qu'une solution open source en hard puisse voir le jour et devienne... Moi, c'est un truc que j'ai appris dans ce domaine, et je pense que David ne me démentira pas, c'est qu'il faut jamais dire jamais. C'est-à-dire que quand un fabricant utilise une architecture donnée, il n'est pas dit que, même si ça a l'air d'être très installé, qu'à un moment donné, ils disent « Ok, c'est bon, je passe à autre chose ». On reprend l'exemple d'Apple, qui était très inféodé, entre guillemets, à Intel. Et puis ils ont leur propre processeur, voilà. Il faut jamais dire jamais. Et avant ça, c'était Motorola. Et avant ça, c'était Motorola, avant Intel, effectivement. Et donc là aussi, tout le monde avait dit mais Intel, non, c'est pas des PC, c'est des Mac. Mais non, ils l'ont quand même fait tourner sur Intel. Enfin voilà, et donc ici, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on tire un trait, on dit on va pour la prochaine décennie, on va faire autrement. c'est parce que ça se fait pas toutes les semaines non plus, ce type de modification, mais ça prend du temps aussi. Il faut voilà. Mais situation de monopole, c'est jamais bon.
C'est jamais situation bon, de monopole, effectivement. c'est jamais bon, hein. David, une opinion là-dessus rapidement? Ben, le RIS-5 a évolué très rapidement, Mhm. c'est le cas de le dire. Ouais. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans, on le traitait un petit peu à la rigolade, en disant que c'est un petit truc qui peut être utilisé pour remplacer les gadget, microcontrôleurs, des choses comme ça. Ouais. Mais Ouais. maintenant, ça a pris une ampleur. Il y a des applications, il y a des systèmes d'exploitation qui le supportent pleinement. C'est quelque Les chose cartes. et c'est quelque chose dans lesquels il y a beaucoup d'investissements. C'est quelque chose qui peut être implémenté en IP Core sur des FPGA, donc ça donne beaucoup de flexibilité pour les développeurs. Ça peut remplacer des microcontrôleurs, comme je disais. Donc j'attends de voir. Je n'y croyais pas trop il y a quelques années, mais là je vais dire que ça m'étonnerait Je suis pas que allé ça voir devienne un acteur majeur. Oui, Je suis allé Aurélien. voir C5, là. C5, qui est un des concepteurs de RISC-V, ils ont des cartes. Je vais creuser la question. Il y a des cartes d'Eval type compatibles Arduino qui embarquent des microprocesseurs qui font tourner ça. Donc pour vous, ça sera complètement, c'est complètement transparent puisque vous allez coder en C. Et voilà, les jeux d'instruction est bien plus bas niveau que ça. Mais voilà, c'est intéressant et ça existe et voilà, c'est tout. Je le redis, mais c'est tout l'open source dans toute sa splendeur qui est mise en lumière là. Donc, Oui, une fois de plus. Effectivement. Ok, on a fait le tour de ce sujet. On y reviendra certainement encore durant le cours de la saison à venir. J'en doute pas, parce que ça, c'est typiquement le genre de choses, ça va se passer dans l'année. Il y a des choix qui vont se faire qui vont s'opérer dans l'année. Et donc, on sera là aussi pour en parler. La lettre S comme supraconducteur. David, le monde est en ébullition pour le LK 99 ou 99 pour nos amis français. C'est la saga du supraconducteur magique, j'y mets des guillemets, comme toi tu l'as mis dans la note de ce podcast. C'est bien ça, donc c'est une nouvelle qui a fait le buzz les 2-3 dernières semaines. LK99, ça vient du nom des chercheurs qui l'ont créé, donc Lee et Kim, et 99, c'est comme 1999 ou 1999, c'est l'année quand ils ont commencé à chercher ce matériau. Alors un supraconducteur, qu'est-ce que c'est C'est un conducteur qui n'a pas de qui a une résistivité. qui a une résistance de 0. Voilà. Oui. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait révolutionner complètement le monde actuel. Par exemple, les lignes de transmission d'électricité, il y a une perte énorme d'énergie. Si c'était en supraconducteur, il y aurait aucune perte d'énergie. Des processeurs qui seraient fabriqués en supraconducteur, n'ayant pas de résistance, ne chaufferaient virtuellement pas. Il y a aussi l'effet de Meissner, qui est l'effet qui fait que un aimant est en lévitation sur un supraconducteur. Non seulement en lévitation, mais il est verrouillé dans une position. Donc ça a une application pour des trains en lévitation, des hoverboards. Les voitures volantes qu'on nous promettait pour l'an 2000. Voilà. Enfin, oui. Peut-être. Quoique pour supraconducteur, non, voiture volante, là il faut qu'il y ait, c'est plus des trains en lévitation. Mais le saint graal du supraconducteur, c'est d'avoir un supraconducteur à température et pression ambiante. Parce que jusqu'à présent, les supraconducteurs, il faut les refroidir à l'azote liquide, à 0 degré Kelvin, à l'hydrogène liquide. Ou alors il faut les supraconducteurs qui sont à, entre guillemets plus haute température, on va dire moins 80 degrés Celsius. Il faut qu'ils aient une pression de je sais pas combien de milliers d'atmosphères, ce qui n'est pas très pratique. Non. Et ici ils ont annoncé que à pression atmosphérique et jusqu'à je pense proche de 100 degrés, je pense que c'est 96-96 degrés, il aurait des propriétés de semi-conducteur. Alors, ces chercheurs ont publié, ont essayé de publier dans Nature
en 2020 et ils se sont fait refuser parce qu'apparemment leur article n'était pas assez précis, était très approximatif et n'était pas assez voilà, il a été refusé. Et là apparemment ils ont ressorti une pré-publication qui contient des erreurs et qui contient une recette qui est incomplète, et ils ont fait un site web et publié des vidéos, dont une vidéo qui est très douteuse avec un petit pendule en cuivre soi-disant recouvert du matériau, et avec un aimant, en le passant dedans, il y a le pendule qui bouge, mais en fait une bête plaque de cuivre, ça fait exactement la même chose. Parce que c'est des propriétés diamagnétiques. Et d'ailleurs, même l'eau a un effet diamagnétique. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une expérience qui a été faite il y a X années, où il y avait une grenouille qui était en lévitation dans un creux où il y avait des aimants, je ne sais plus quelle puissance, je pense que c'était 17 Tesla de force magnétique, et en fait l'eau qu'il y a dans la grenouille a un effet diamagnétique qui compte le magnétisme. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment les chercheurs partout dans le monde ont essayé de reproduire d'après la recette. D'ailleurs, ça a créé une pénurie de phosphore rouge, qui est un des composants qui est nécessaire parce que tout le monde en a acheté. Et jusqu'à présent, personne n'a vraiment réussi à reproduire de manière convaincante. Il y a peut-être certaines propriétés diamagnétiques. Une résistance de zéro n'a pas été démontrée. Une équipe de chercheurs a trouvé qu'il y avait éventuellement certaines propriétés sur des flocons de l'ordre du micromètre, donc 1 millième de millimètre. Voilà, donc ça, apparemment, ça semble être de la poudre aux yeux. Il y a toutes des fausses vidéos qui sont sorties, des soi-disant chercheurs en Chine, après ça a été avoué que c'était des faux. Il y a un token, une crypto-monnaie LK99 qui est sortie, où ils mettent comme slogan LK99 will fly to the Mars, donc will fly to the moon, will fly to the Mars, c'est même pas du bon anglais. Donc voilà, c'est un petit peu triste. Par contre, ce qui est peut-être positif, c'est que ça va peut-être inspirer des chercheurs un peu partout dans le monde à faire des recherches sur les supraconducteurs, parce que c'est quelque chose qui pourrait réellement révolutionner le monde. Mais ici, dans ce cas-ci, la recherche sur le supraconducteur, c'est un petit peu comme la pierre philosophale de transformer du plomb en or. Les supraconducteurs existent, donc oui, ils existent, mais alors on va être précis. Le supraconducteur à température ambiante et à pression atmosphérique constante. Enfin, tu vois, le supraconducteur que tu vas pouvoir mettre dans ton ordinateur, dans ta voiture, dans ta bicyclette, ou enfin, j'exagère, mais le truc utilisable. C'est de la science-fiction pour l'instant. Oui, c'est ça, et c'est vers ça que les gens essayent d'aller, mais ça n'existe pas, parce que ça va régler beaucoup de problèmes, effectivement. Même si, 3 petits points, même si ce supraconducteur, même si le LK99 était un supraconducteur, il ne serait pas pratique parce que ce n'est pas un métal, c'est une céramique. Et ce n'est pas possible de fabriquer du câblage, ça ne serait pas exploitable de manière utile. Non, mais tu pourrais peut-être pas sur des certaines distances, mais dans des processeurs, par exemple, ça pourrait être le cas. Parce qu'en termes, après, il faut un mode industriel pour le réaliser, mais sur des petites dimensions, des très petites dimensions, ça pourrait, sur de la gravure, pourquoi pas. Apparemment pas pour ce matériau. Apparemment pas, parce que c'est un céramique et ça pose beaucoup de problèmes pour en faire des transistors et pour faire même des pistes, des choses comme ça. Donc voilà, après ça peut évoluer, mais là pour l'instant on n'a rien prouvé. Donc voilà, c'est bête. On a rêvé quelques instants. Sinon, en référence, les auditeurs qui sont intéressés de suivre l'histoire, la meilleure source d'information est la page Wikipédia qui est en lien, parce qu'elle est mise à jour avec toutes les recherches et l'état des différentes équipes et ceux qui ont leurs conclusions. Donc c'est là que se trouvent les informations à jour. Souvent sur Wikipédia, quand il y a des choses
choses comme ça un petit peu douteux, il y a tous les camps tous ceux qui se remettent à chercher, qui viennent alimenter, et du coup ça devient une page très très vivante, très contrôlée aussi, et donc toujours, je veux dire, up-to-date, entendons-nous, elle est toujours, en tout cas, il y a toujours les dernières nouvelles, parce qu'évidemment, chacun veut mettre en avant sa trouvaille, et c'est l'endroit parfait pour ce genre de choses, évidemment. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter par rapport à ça. Toi, t'aimerais bien avoir ça m'intéressait beaucoup. Bah ouais, moi aussi. Tu vois, avoir une bobine une bobine de. Bah moi, je fabrique des moteurs. Ah bah là. Oui, il a le rendement là pour le coup. Voilà, le rendement. On règle le problème de la fin on règle le problème de la consommation. T'as plus besoin de batterie, quasiment avec une pile 9 volts, tu fais tourner tout le bazar. Enfin voilà. Vas-y, tournons la page. Si on va tourner la page, mais si vous avez une opinion sur ce sujet, comme sur tous les sujets que nous partageons d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire en commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. La lettre V, comme VAE, Aurélien, vélo à assistance électrique. C'est un cadre de la profession du véhicule, du vélo électrique qui s'en va, et du coup, tous ceux qui étaient un petit peu brinque-ballant, etc., se posent des questions, parce que si ce cadre s'en va, que va-t-il advenir du marché des autres fabricants? Je parle de VanMoof qui fait faillite, mais tu vas nous en dire plus, Aurélien. Ouais, c'est une triste nouvelle dans le monde du vélo. C'est VanMoof, donc l'entreprise de vélos qui, au début, faisait des vélos non électriques. Ils ont été fondés en 2009. Souvenez-vous, ils ont repensé complètement le vélo. Ils avaient un cadre minimaliste. Ils avaient tout intégré dedans. Et c'était très cher, mais c'était très beau. Ouais. Et puis on sait que la maison mère aux Pays-Bas est en liquidation judiciaire. Au Royaume-Uni, liquidation judiciaire. Et maintenant, un autre gros pays qui tombe, c'est l'Allemagne. Donc c'est triste parce qu'il y a 700 employés qui vont être mis sur le carreau. Donc comme j'ai dit, ils ont commencé en 2009 et puis ils ont pris un peu le virage de l'électrique en 2014 avec toujours cette même philosophie, des vélos tout intégrés. On n'avait pas la batterie à la place du porte-bidon, tout était intégré dans les tubes du cadre. Ouais. C'était joli, l'éclairage était dedans, les vitesses étaient intégrées. Enfin, c'était une expérience en même temps qu'être un petit condensé technologique, mais ça voulait faire en sorte que, comme tu dis, on n'avait pas tous ces organes techniques qu'on voit partout sur même les vélos classiques. Là, tout est bien mis à l'intérieur, bien conçu, bien léché, un bel objet, quoi. Alors oui, et puis ces gens-là, ils ont quand même inspiré un tas de monde. Je pense à Marc Simoncini qui a lancé le vélo Angel. On en reparlera juste après. Les Belges chez Cowboy, de chez Cowboy, qui sont obligés de faire un petit communiqué à leurs actionnaires parce que eux, ils vont pas super bien non plus. Donc là, ils viennent de sortir une petite communication en disant tout va bien, nous on est en bonne santé, on mise sur l'ingénierie logicielle qui est notre facteur de différenciation, et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cowboy vient de sortir l'application BikEY, B-I-K-E-Y, pour que les utilisateurs de VanMoof puissent encore continuer à utiliser les fonctionnalités de leur vélo. Donc, écoutez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ils ont raison de profiter de cette brèche-là. Ouais. Et puis, je le disais, Angel là, de Marc Simoncini, souvenez-vous, ce monsieur, il est quand même à la tête d'un paquet de boîtes. Ouais. Et en ce moment, ils font des grosses promos, notamment sur sa plateforme VP là, vente privée, donc on se demande si il a pas des stocks à écouler et puis que Angel va mal. Voilà, donc je sais pas, c'est l'été là, tout le monde est à vélo, les vélos il y en a partout, des VAE, il y en a à tous les coins de rue, tout le monde a son petit VAE pour l'été. Et pour autant, ceux qui étaient là au début de la bataille et qui faisaient, on va dire, qui ont un petit peu révolutionné
ce monde-là, ben, il se porte pas super bien et on voit les grands leaders, les grandes marques, les grands distributeurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu avec du coup, et avec des produits qui certes sont fonctionnels, mais voilà, ils font du volume, ils font de la masse, ils font du coût, ils produisent pas forcément ici. Ouais. Voilà, donc moi, triste nouvelle, j'espère que ça va pas être généralisé, ça va pas se généraliser, que les petites marques tiendront le coup, parce que moi je trouve qu'elles drivent toujours le marché, enfin elles tirent toujours le marché vers le haut. Elle repense complètement la fonction du vélo et elle cherche à intégrer les choses. Donc voilà. Donc voilà. Je suis pas triste, me fais un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que finalement ces entreprises, quand elles n'essayent pas d'être trop, enfin je vais pas dire trop innovantes parce qu'on ne l'est jamais trop, mais trop ambitieuses en tout cas. Trop en rupture. Trop en rupture. Est-ce que quelque part c'est pas déjà se tirer une petite balle dans le pied, quoi? C'est dans l'absolu, je serais tenté de dire non. Hein. Enfin, ce serait une boîte américaine, personne ne se poserait la question, on dirait c'est normal, c'est comme ça, machin. Mais en Europe, quoi. Aujourd'hui, et avec l'état dans lequel on est en Europe en termes de technologie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux jouer la montre déjà, enfin la durer dans le temps et faire des choses un peu accessibles, bien conçues mais accessibles. Tu vois, est-ce que c'est pas ça la clé quelque part? Alors après, il y a toujours cette question, et moi je suis plein de startups qui c'est pour ça que je te pose la question aussi, qui cherchent à être en rupture. Il y a toujours cette question qui se pose au bout d'un moment où le produit est là mais le marché est pas là, et qu'il y a des gros autour. Est-ce que VanMoof aurait dû vendre son concept ou son savoir-faire, ses manières de faire, ses formes de cadre, son intégration, tout ce travail-là à un gros qui aurait industrialisé mieux qu'eux, vendu mieux qu'eux, j'en sais rien. C'est toujours la même question. C'est toujours extrêmement délicat à répondre. Est-ce que VanMoof aurait dû se marier avec un gros, je sais pas. Par exemple, pour survivre, ou est-ce que voilà. Il y a des marques comme ça en rupture et très design. Et souvent, quand on parle de design, on fait ce rapprochement-là qui fait des fois hurler les gens. Mais on aurait pu voir un vélo VanMoof sur la Apple Store, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? En termes de qualité de produit, de fini, de design, de marketing, voilà, ça tient la route. Mais de nouveau, est-ce qu'on a les reins suffisamment solides que pour aller sur ce terrain-là? C'est pas parce qu'on sait le faire. Pour autant, il faut le faire. C'est un peu ça. Ça donne envie, évidemment, forcément. Mais il y a ce schéma-là, il est dans tous les... Tu prends l'audio, par exemple, tu as des marques comme, je vais pas en citer 50, mais De Vialet, des choses comme ça. C'est pareil. Est-ce qu'ils ont mis au point des technos... de malades. Voilà. Mais sur des niches, quoi. Tu vois, il y en a qui en vivent, hein. Il y en a qui en vivent, hein. Oui, mais des artisans. Tu vois, faut choisir son métier. Voilà, c'est ça, c'est comme le luthier, quoi. Tu vois, il a un savoir-faire monstrueux, il fait des choses merveilleuses, mais il est sur une niche et il n'essaye pas d'industrialiser et de faire un truc, tu vois, à très grande échelle. Il doit rester dans sa niche, et accepter de ne pas se développer. Et accepter de ne pas avoir de développement, de refuser des clients à un moment donné, même. Voilà. Bon, c'est bien dommage pour VanMoof, en espérant que ça serve de leçon et que ça permette à d'autres de rebondir. Pourquoi pas. Le vélo à assistance électrique, il est pas mort, lui, par contre. Hein, soyons très clairs. Pas vraiment. Heureusement d'ailleurs, et heureusement qu'il y a encore des fabricants et des concepteurs européens pour mettre des vélos sur les pistes cyclables, parce que sinon on serait de nouveau obligé de pédaler comme des cons. Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Ou pas tout à fait, parce qu'il reste encore une petite lettre. La lettre Y comme ils sont cousins. Moi j'aime bien parce que ça les fait rire. moi ça m'a fait rire parce que David voulait faire passer ce sujet en tout dernier. Il m'a dit on va le mettre en Z. Bon alors déjà la lettre Z pour l'instant. J'avais dit X d'abord. Ou X, oui X. Bon déjà X on sait pourquoi c'est déjà petits oiseaux bleus machin qu'on fait mourir. Et puis Z après. Z c'est pas non plus une lettre qui est très très à la mode depuis. Donc restez Y.
Voilà. Entre les donc, deux. Ils sont cousins. De qui parle-t-on? De deux CEO. C'était juste pour l'anecdote, hein, évidemment que tu voulais en parler, David. Oui, j'ai trouvé ça très marrant parce qu'on parle évidemment du CEO de Nvidia, Jensen Huang, et du CEO d'AMD, Lisa Su. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient un petit air de ressemblance et j'avais jamais vraiment fait tilt. Et là, j'ai lu cette semaine un article où en fait ils sont cousins, petits cousins. Ils sont tous les deux originaires de la ville de Tainan à Taïwan. Tous les deux, ils sont américains de première génération. Et en fait, Lisa Su est la fille de la cousine de Huang. Et encore plus marrant, c'est qu'avant de fonder Nvidia, Jensen a travaillé comme ingénieur dans le développement de puces chez AMD. Mais ils ne se sont pas croisés. Mais donc, mais ils se connaissent quand même. Enfin, ils sont de la même famille. Ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont tous les deux dans les techs. J'imagine. Mais il y a quelques années, je pense, c'était il y a 3 ans, Lisa Su avait dit que elle avait un lien de parenté très compliqué et assez éloigné avec Jensen Huang, et apparemment l'arbre généalogique est tombé sur le net et en fait ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on pense. Voilà. Bon, voilà, ok, c'était juste pour l'anecdote. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent un petit peu. C'est pour ceux qui se posaient la question. Moi, je me posais pas la question, très honnêtement. Mais voilà, on est dans le droit de se poser la question. Et comme ça, on pourra dire, c'est les technos qui nous l'ont dit. Donc ils sont cousins. Demain à la machine à café si vous allez au boulot. Oui, si vous ne télétravaillez plus, vous pouvez essayer. S'il y a encore une machine à café dans votre boîte. Oui, s'il y a encore une machine à café, s'il y a encore des gens qui vont dans votre boîte. Voilà, si vous avez une boîte. Qui conclut cet épisode 411, hein, je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, il faut bien le débeller 411. Hein. 411. On se retrouvera donc le 7 septembre, je tiens à préciser la date, le 7 septembre pour redémarrer. Là, ce sera de nouveau en mode hebdomadaire. Vous nous retrouverez chaque semaine, évidemment, avec chaque fois un nouveau numéro, avec chaque fois d'autres chroniqueurs, les mêmes que la saison dernière, et on va peut-être trouver le moyen d'en recruter encore dans le courant de la saison à venir pour encore avoir plus d'opinion, parce que c'est un petit peu ça le fond de commerce des technos, c'est de vous de partager de l'information qu'on ne partage pas nécessairement ailleurs, et en plus de donner un petit coup d'opinion, un petit coup, voilà, chacun a un petit peu son avis sur les questions qu'on développe dans ces épisodes, et donc on vous le donne sous forme de podcast audio, évidemment, ça c'est notre core business, et c'est un podcast qui est filmé, donc vous nous retrouvez également sur YouTube ou sur Spotify d'ailleurs, en vidéo également. Merci à tous les deux, Aurélien et David. On va se retrouver donc très bientôt, hein, du coup, pour la 10e saison des Technos, au terme de laquelle on aura 10 ans, du coup. Le gâteau. Il y aura un gâteau, sans doute, mais dans un an, du coup, hein, il faut attendre un petit peu. On va apprendre à faire des gâteaux, d'abord, hein, c'est comme ça. Merci à tous. Oui, tu vois. La recette du LK 99. On a la recette du LK 99. Par exemple. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, les commentaires, tout ça. Et on vous lit, évidemment, parce qu'on est à peu près revenu de vacances, hein, on peut vous le dire. Mais malgré tout, on est encore en pause d'ici la rentrée. À très bientôt. Salut.